Je m'en voudrais de ne pas saluer mon très cher ami Badian ici présent. Derrière vous. Merci Badian. Merci beaucoup. Nous allons maintenant enchaîner avec la présidente de séance, Madame Awa Tchongan, ingénieure, statisticienne, économiste, expert international, ancienne directrice de la prévision et de la statistique du Sénégal. Sous vos applaudissements. Donc c'est avec une émotion sincère et une profonde gratitude que je remercie mon collègue, frère et ami Boubacar Camara de l'attention délicate qu'il a eue à mon égard en m'invitant à présider cette cérémonie. Pour ma part, je prends cet honneur pour un hommage qu'il a voulu rendre à sa profession première à travers ma modeste personne. Qu'il en soit remercié en notre nom à tous et à toutes. En effet, Boubacar a été toujours proche de ses collègues statisticiens et économistes depuis ce mois de septembre 1974 où il poussa les portes du CESD de Paris. Je l'ai devancé de 2 ans et demi à la direction de la statistique où nous avons ensuite cheminé pendant 6 années. Déjà à cette époque, sa passion pour la recherche, sa passion pour l'analyse des données, le poussait à faire des études qui ont été coéditées, par exemple, avec le Codestria, direction de la statistique Codestria, et direction de la statistique UCAD. Sa quête de bien-être pour son prochain l'ont amené bien vite à interroger le concept de développement. Le livre, objet de cette cérémonie, est dans une continuation logique des travaux de Boubacar depuis l'année 1996. En effet, en 1996 déjà, il nous a offert ce qu'on appelle le livre intitulé « Savoir co-devenir », qui était un nouveau paradigme sur le développement de l'éducation. Ensuite, son livre sur comment vaincre la pauvreté mettait l'accent sur l'investissement en capital humain des femmes, ce que les Asiatiques, du reste, ont fait avec des résultats probants. Les Occidentaux n'ont pas fait autre chose que de bâtir leur développement sur le principe d'égalité des opportunités et la liberté d'entreprendre avec des moyens rendus accessibles. Il s'agit pour l'auteur de changer de paradigme par rapport à ces approches qui certes ont donné des résultats, mais si nous devrions les appliquer comme tels dans nos pays, nous pourrions avoir quelques difficultés compte tenu des conséquences ou des conséquences négatives qui vont avec ce modèle de développement. Donc, il a essayé de nous donner un nouveau modèle dans ce livre, et le livre objet de notre réunion aujourd'hui est une application, au cas du Sénégal, de cette démarche, cette approche. En son nom, je voudrais tout d'abord remercier M. Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD, ici représenté par M. Idriss Diagne, directeur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye, qui ont bien voulu mettre à notre disposition cet amphithéâtre pour abriter la présente cérémonie. Que son équipe, à M. Diagne, soit également remerciée pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour assurer une organisation parfaite à cette cérémonie. De telles rencontres dans cette enceinte sont de véritables invites aux élèves pour prendre pour modèle les éminents intellectuels
qui prennent la parole. Permettez-moi de remercier donc à cet effet M. Abdoulaye Seck et le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui ont eu l'amabilité de répondre à l'invitation de notre collègue Boubacar. Choix ne pouvait être plus judicieux pour nous donner des perspectives sur la problématique de la gouvernance du développement dans le contexte de renouveau de la réflexion. Mais ce qui est en plus, c'est les propositions concrètes. Ce sont les propositions concrètes qui sont explicitées dans le livre objet de notre rencontre. Nous remercions ces éminents intervenants, puisque le docteur Abdoulaye Seck, par son immense expérience dans le domaine des politiques et stratégies agricoles, et le professeur Souleymane Bachir, dont on peut dire que son œuvre fait désormais partie du patrimoine mondial du savoir, nous permettront de revisiter la démarche holistique qui est prônée dans le livre pour arriver à une société d'épanouissement pluriel, comme le dit l'auteur. Last but not least, que cette auguste assemblée soit remerciée pour sa présence. Je termine par une note d'espoir de voir les étudiants que je n'ai pas beaucoup vus, qui sont peut-être en haut, puissent s'inspirer de notre collègue Boubacar Camara pour nous produire dans les années à venir des ouvrages de cette nature qui iront certes au-delà, étant entendu l'accélération des technologies du monde et de tout ce qui se fait au niveau politique dans le monde entier. Nous espérons qu'il y aura dans cette enceinte beaucoup d'autres Boubacar Camara dans les années à venir. Sur ces paroles, je vous remercie de votre attention et je déclare ouverte la séance. Merci. De l'ANSD, Monsieur le directeur de l'ENSA, Monsieur le directeur général de la maison d'édition Alpura, Mesdames et Messieurs les membres du panel, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, chers invités, c'est avec une grande joie et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter un homme d'exception, un modèle de foi, de droiture et de dévouement, Dr Boubacar Camara. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer son ouvrage pour un Sénégal humainement développé, c'est avant tout pour découvrir l'homme derrière les écrits. Un homme dont le parcours de vie est une source d'inspiration et une illustration vivante des valeurs qu'il prône dans ses ouvrages. Dr Boubacar Camara est né et a grandi entre Ouargouniaï et Guédiawaye, des quartiers populaires et modestes de Dakar. Très jeune, il a dû assumer des responsabilités qui auraient pu sembler écrasantes pour un jeune enfant de son âge. Soutenant ses parents dès son plus jeune âge, il s'est imposé comme un pilier pour sa famille, un frère protecteur et un fils dévoué. Il a également été un soutien précieux pour sa belle famille, ses neveux et nièces, et tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Malgré les défis de son environnement, il a su, grâce à sa rigueur et à sa foi, tracer un chemin vers l'excellence. Docteur en économie et ancien haut fonctionnaire à l'UNESCO, il a marqué de son empreinte cette prestigieuse organisation par son professionnalisme et son intégrité. Mais pour le docteur Camara, le succès ne se mesure pas seulement en termes de réalisation professionnelle ou de biens matériels. Il a toujours cru que la véritable richesse réside dans les valeurs que l'on transmet. Mari exemplaire, je pense que Mme Camara pourra en témoigner.
et père aimant, il a consacré toute sa vie à l'éducation de ses enfants, à qui il a inculqué des principes fondamentaux, tels que l'honnêteté, le respect et l'humilité. Pour lui, éduquer, c'est bâtir une nation. Et ce message est au cœur de ses écrits. Contrairement à beaucoup, il n'a pas cherché à accumuler des biens matériels ou à construire un héritage tangible, bien qu'il en ait eu la capacité. Il a choisi de léguer ce qu'il considérait comme le plus précieux, le savoir et les valeurs. Mais ce qui distingue encore davantage Dr Camara, c'est son profond attachement à Allah et à son adoration. À une époque où de nombreuses opportunités de consultance et d'engagement professionnel s'offraient à lui après sa carrière, il a choisi de les décliner. Pourquoi? Parce qu'il voulait consacrer sa retraite à sa foi, à l'adoration d'Allah, à la lecture du Coran et à la prière à la mosquée. Ce choix courageux et sincère reflète son amour pour son Créateur et sa confiance dans la promesse divine. Dans un hadith, il dit « Celui qui délaisse une chose pour Allah, il la lui remplace par une chose meilleure. » Et en effet, Allah lui a donné une récompense inestimable, l'honneur d'être nommé parmi les imams de la mosquée de la Cité des Nations Unies, où il réside. Cette distinction est une reconnaissance de sa droiture, de sa piété et de son engagement inlassable à guider et servir sa communauté. Cet engagement spirituel est profondément ancré dans tout ce qu'il entreprend. Son ouvrage pour un Sénégal humainement développé n'est pas seulement une réflexion intellectuelle. C'est avant tout une extension de ses convictions religieuses et morales, une déclaration d'amour pour son pays et un appel vibrant à construire les valeurs qui fondent une société juste et prospère. En découvrant cet homme, vous comprendrez que son engagement pour un Sénégal humainement développé n'est pas un simple slogan. C'est le prolongement naturel d'une vie vécue dans l'obéissance à Allah, dans le service des autres et dans la quête constante d'un but collectif. Mesdames et messieurs, je pourrais passer des heures à vous décrire la personne qui est Dr Camara. Mais pour aujourd'hui, à travers mon discours, j'ose espérer vous avoir partagé une partie de l'image de cet homme de foi, de principe et de vision, mon cher et bien-aimé papa, dont les mots, tout comme la vie, sont une source d'inspiration pour nous tous. Je vous remercie. Merci. Madame Ramatoulaye Sadia Camara, vous avez si bien parlé de papa. De l'équipement rural. Ancien président du G77 et Chimie Rome. Membre de l'Académie des clôtures de France AF. Membre de l'Académie des sciences. Membre de l'Académie africaine des sciences religieuses, morales et médaillé de la FAO. Représentant le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Madame la présidente Awa Djongan, je suis particulièrement heureux de faire aujourd'hui votre connaissance, car c'est le docteur Pape Ibrahima Thiangal, votre frère, qui m'a recruté en 1981 à l'ISRA. Un homme de valeur qui continue à m'entourer d'une affection des plus fortes. Transmettez-lui mes cordiales salutations. Docteur Boubacar Camara, comment le caractériser? Un frère, un beau-frère, un ami. Merci de m'avoir surclassé aujourd'hui pour que je joue en première division.
Mais je dois avouer que vous me mettez dans une situation d'insécurité intellectuelle chronique face à cette auguste assemblée. Mais nous allons essayer de tenir 90 minutes ou au moins une mi-temps. Monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne, intellectuel d'exception, respecté à travers l'humanité. J'avais d'ailleurs suggéré à mon frère Boubacar Camara de donner mon temps de parole à Souleymane Bachir Diagne, car nous apprenons énormément à partir de ce qu'il nous enseigne. Je voudrais aussi saluer Madame Ramatoulaye Sadia Camara. J'ai du mal à dire Madame parce que bon, quand on a baptisé une personne, qu'on l'appelle après Madame, ça fait quelques frissons. Monsieur le directeur des éditions Albourakh Sénégal, Monsieur le président de la section des sciences agricoles de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, représentant le président de cette compagnie, qui malheureusement est en voyage. Il aurait certainement été de la partie. Je salue aussi tous les confrères académiciens, enseignants, chercheurs ici présents. Je dois aussi saluer le secrétaire général de Promo LBD. Promo LBD, c'est l'association des anciens du lycée Blaise Diagne, représenté ici par Aboubou et par mon ami et frère Lamine Lo, qui a été un directeur de cabinet remarquable. Je l'avais aperçu ici, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Je dois aussi saluer Dr Boubacar Camara, numéro 2. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des numéros, sans ça on va se perdre. Donc, vous êtes baptisé Boubacar Camara, numéro 2. Je salue aussi tous les membres de cette auguste assistance. Il ne fait pas de doute que c'est avec un plaisir infini que je participe à cette importante cérémonie. Ceci tient essentiellement au fait que Boubacar Camara est un homme placide que je révère pour au moins trois raisons essentielles. La première raison, c'est l'immensité de son savoir, mais aussi la logique et la cohérence interne qui calibrent son propos. Propos qu'on pourrait difficilement prendre en flagrant délit de vérité, en flagrant délit du moins par rapport à ces critères de vérité. La deuxième raison, Boubacar est un homme oblatif, armé d'une polyvalence qui, selon les séquences, nous rappelle souvent l'honnête homme du siècle des Lumières. La troisième raison qui fonde pourquoi je révère Boubacar Camara, c'est parce qu'il a la rage d'apprendre, la rage de comprendre et la rage de transmettre. Je dois alors, sans démagogie aucune, dire que Boubacar pourrait être caractérisé comme un puissant anticorps contre l'obscurantisme. Alors, son œuvre. En ce qui concerne son œuvre, il ne s'agit pas d'un simple livre,
mais d'une encyclopédie. Pourquoi? Parce qu'un livre, on le lit et on s'offre une dissertation de restitution de sa compréhension. Une encyclopédie, on la lit et on prend rendez-vous pour une autre lecture. Alors, puisqu'il s'agit d'encyclopédie, j'ose alors présenter une réflexion inachevée. Réflexion qui sera fondée sur mon vécu agricole. Pour ce faire, Madame la Présidente, chers amis, je voudrais avancer 5 commentaires. Le premier commentaire, d'un point de vue méthodologique, Boubacar a fait une analyse anatomique et une analyse physiologique pour déboucher sur une transformation. Il a donc compris qu'une analyse systémique, ce n'est pas une superposition d'analyses sectorielles, le système défini par d'aucuns comme un ensemble d'éléments indissociablement liés, tels que chacun d'eux n'est ce qu'il est que dans et par le système. Alors, fort de cela, nous pouvons emprunter aux comptables leur formule et dire la méthodologie de Boubacar a un cutus de rigueur, un cutus de pertinence. Le deuxième commentaire de l'analyse de Boubacar, on peut au moins tirer 5 éléments majeurs pour construire un Sénégal humainement développé. 1. Technologie. 2. Infrastructure. 3. Assainissement de l'environnement, de la production et de la commercialisation. 4. Système d'innovation ou écologie de l'innovation. 5. Une réactivité stratégique qui tire une régulation raisonnée. Mais il est allé plus loin en associant ces 5 éléments à ce qu'on pourrait appeler une révolution des attitudes et des comportements. Alors Boubacar est loin alors des discussions, des discours académiques, universitaires ou politiques qui ne placent pas toujours l'humain au cœur des transformations et des régulations systémiques. Madame la Présidente, j'ai fait une belle découverte. Le postulat fondamental caché dans la boîte à outils de Boubacar est le suivant. L'homme doit s'inventer pour être en mesure d'inventer un futur. Car un futur, on l'invente ou il nous invente. Lorsque c'est le futur qui nous invente, nous sommes dans l'incertitude, donc confrontés à ce qu'on pourrait appeler une gestion des urgences. Et comme disait l'autre, quand c'est urgent, c'est parce que c'est presque raté. Mais lorsque nous inventons le futur, nous sommes dans la gestion du risque. Le risque étant, évidemment, la probabilité d'occurrence d'un événement défavorable. Troisième commentaire, Boubacar propose une exploitation optimale de notre potentiel avec un solide argumentaire. Vraiment un solide argumentaire.
j'ai bien aimé cette partie parce que dans mes écrits, j'ai l'habitude de dire un potentiel inexploité n'est pas une richesse, c'est du bois mort. Et de paraphraser le nobeliste, le professeur Norman Borlaug, qui disait fort justement, oui, le potentiel est là, mais on ne mange pas un potentiel. Puisque j'ai dit que je vais faire mes commentaires en fonction de mon vécu, je vais prendre un cas grave, le riz. L'autre jour, je crois avant-hier, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter le professeur Souleymane Bachir Diagne parlant du riz, où il expliquait effectivement comment tout ceci est bien arrivé. C'est d'ailleurs mon prétexte pour que je prenne cet exemple. Si nous prenons l'Afrique, notre continent, on le sait, 70% de nos besoins sont couverts grâce à l'Asie. Or, en Asie, il y a de moins en moins d'eau et de terre dévolues à la riziculture. Pour deux raisons essentielles, les restructurations industrielles et la poussée démographique sur ce continent. Ensuite, il y a, au niveau du continent asiatique, un plafonnement des rendements qu'on pourrait expliquer par l'épuisement des gains de productivité provenant de la révolution verte. Alors que chez nous, ici en Afrique, il y a suffisamment d'eau, de terre, une grande diversité agroécologique, mais une population jeune et des technologies insuffisamment exploitées, utilisées. Pour preuve, les chercheurs nous apprennent que le rendement réel en ce qui concerne le riz au niveau du continent africain représente environ 30% du rendement potentiel, alors que l'Asie a plafonné avec l'épuisement des gains de productivité provenant de la révolution verte. Alors, si on dit tout ça, on dit alors pourquoi affaire bi doxul? Pourquoi ça ne marche pas? Alors là, moi je pense que Boubacar nous a aidé à répondre. Je le cite. Tout ce qui est transformé doit être régulé. Tout ce qui est régulé sera transformé. Fin de citation. C'est bien toi qui le dis, Boubacar. Ça veut dire que nous devons être dans une dynamique de consolidation et d'élargissement de nos acquis, d'abord, et éviter d'éternelles mises à plat de nos objectifs et de nos stratégies. On évalue, on aime bien les évaluations ex ante dans notre pays. On n'attend pas l'évaluation ex post. On commence, on est dans un cercle vicieux. Alors, le fait de transformer, de réguler et de transformer me fait penser aux idéologues maoïstes. J'ai été jeune étudiant maoïste, mais maintenant je ne le suis plus. Alors, quand les idéologues maoïstes parlent de révolution ininterrompue et par étapes, c'est exactement ça que vous avancez ici. Mais avec la dextérité qui vous caractérise. Quatrième commentaire, la mondialisation est une interdépendance sans solidarité, disait Edgar Morin, que Souleymane doit très bien connaître. C'est peut-être même un ami à lui. Alors, les perspectives régionales dégagées par Boubacar socialisent une telle évidence à partir des éléments fondamentaux avancés. Par ailleurs,
Boubacar nous parle profil de leadership. Je pense très sincèrement que ce profil socialisé, intégré au niveau de tous nos pays, devrait permettre la construction d'un environnement, d'un nouvel environnement qui serait fondé sur l'excellence, la justice sociale, la transparence, l'équité, obligation de rendre compte en tout lieu et en tout temps, obligation de résultat. Cela constitue une condition sine qua non pour un Sénégal humainement développé. Et qui me renvoie à mon deuxième commentaire, l'homme doit s'inventer pour être en mesure d'inventer un futur. Cinquième commentaire, donc je vais bientôt finir, mise en place de centres de formation au métier par secteur et reprofilage des zones de production. Moi, j'ai été particulièrement séduit par cette partie. Parce que j'ai fait des choses que je n'arrivais pas à théoriser. Donc, j'étais à la recherche de la théorie de ma pratique. Mais là, après avoir lu l'ouvrage, je ne suis plus à la recherche de la théorie de ma pratique. Et je vais vous dire pourquoi. Directeur général d'Africa Rice, j'avais conçu et réalisé un centre international qu'on a appelé Centre Métiers, les métiers riz. Je l'avais fait à Galel, dans la région de Saint-Louis. Ce centre a permis de développer beaucoup de vocations en amont et en aval des filières rizicoles. Parce qu'en réalité, lorsqu'une agriculture se développe, prétendre créer des emplois agricoles, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut créer des emplois ruraux. Parce que c'est en créant ces centres de formation et on développe véritablement des vocations qu'on sera suffisamment outillé pour qu'en modernisant notre agriculture, les emplois perdus dans les champs, qu'on puisse les récupérer grâce aux chaînes de valeur. Et ça, il faut des centres de formation. Et c'est ce que vous avez vraiment montré avec brio. Et que sans centre de formation du genre, il n'est pas possible de transformer l'exode rural en exode urbain. Ce n'est pas possible. Ensuite, vous avez parlé de reprofilage des zones de production. Bon, je suis là avec mes jeunes collègues du ministère de l'Agriculture, avec des collègues chercheurs, les Alioune Fall, etc. Mais il y avait un paradigme qu'on avait au Sénégal. Si on veut nous nourrir en riz, 80% vallée du fleuve, 20% reste du Sénégal. Nous avons dit non, on peut changer. On peut faire un reprofilage de la riziculture sénégalaise. Et nous avons développé la riziculture de plateau, la riziculture de bas-fond, la riziculture de mangrove, avec des variétés nérica, provenant d'un croisement entre le riz asiatique et le riz africain. Et aujourd'hui, chers amis, le riz pousse partout au Sénégal. Ça, au moins, on a transformé. Mais est-ce qu'on a eu le temps de réguler? C'est autre chose. Il n'y a pas un endroit au Sénégal aujourd'hui où, grâce au progrès technique, nous n'avons pas pu faire pousser le riz. Boubacar m'avait dit, tu dis un mot, je suis presque en train de faire une phrase. Donc je dois conclure. Conclure en disant simplement que Boubacar a fait un bel exercice de prospective. Exercice de prospective en harmonie avec cette belle formule de Gaston Berger. Faire de la prospective, c'est voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. C'est exactement ce que Boubacar Camara a fait.
Mes félicitations appuyées, chers frères, beaux-frères et amis. Et j'étends ces félicitations à ton épouse ici présente, Ndeye Mbaye, parce que nous n'y avons pas, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas l'oublier. Et vraiment, puisque je ne prendrai plus la parole, bon, je suis aussi heureux d'avoir partagé ce panel avec vous tous. Lola Bougonwak, je vous remercie. Parlant de l'ambassadeur au Maroc, dès que ça va venir. Oh non, 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 moi je suis retraité. Je ne veux plus travailler, moi je suis retraité. Donc, c'est la langue à faucher quelque part. Mesdames et messieurs, mon cher ami Boubacar numéro 2, hein, il est appelé Boubacar numéro 2, Boubacar Camara numéro 2, c'est ça. Hein? Alors, je dois rentrer dans l'univers du prochain intervenant. La question que je voudrais poser, c'est savoir qui, sur cette planète que nous avons en commun, ne connaît pas Souleymane Bachir Diagne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que son nom plane sur tous les espaces du savoir. Et chaque fois qu'on prononce son nom quelque part, on est obligé de s'arrêter, puisqu'il va parler. Et quand il parle, on dit qu'elle est la femme de Guidéré. C'est une fierté de l'Afrique. Professeur, merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de revenir associer à la présentation de son ouvrage Le Fagor de la mémoire, c'est ça? Avec intelligence adossée. C'était au musée des civilisations. Merci beaucoup. Je n'avais aucune raison particulière de participer à cette célébration. La seule véritable raison de ma présence étant l'amitié. L'amitié que m'a vouée Boubacar Camara dès que l'on s'est connus. Et il a tenu simplement par amitié à m'associer à cette célébration et à me faire parvenir son ouvrage dans lequel je me suis plongé immédiatement et dans lequel j'ai retrouvé l'esprit d'une entreprise à laquelle j'ai participé il y a de cela maintenant je ne compte plus, c'était à la fin des années 80, en 1989, entreprise qui a été une entreprise de réflexion prospective. Et j'en parle d'autant plus volontiers que c'est à cette occasion, me semble-t-il, cher Awa Chongan, que nous nous sommes connus parce que nous avons mené une réflexion commune sur ce qui s'appelait à l'époque Sénégal 2015, qui était une entreprise de réflexion prospective sans précédent dans notre pays à ce moment-là, parce que c'était une entreprise qui avait associé le monde de l'université d'où je venais et le monde de la haute fonction publique sénégalaise, en particulier le monde de l'économie, des finances, de la statistique. Et cela avait permis à deux mondes qui, au fond, avaient toutes les raisons de travailler en convergence, de véritablement se rencontrer. Il y avait eu à cette époque-là un événement malheureux qui était la grande crise de 1989 qui s'est terminée par une année blanche dans le monde universitaire, un traumatisme pour les universitaires, en particulier les universitaires bêtes et disciplinés comme moi, qui avaient tellement eu l'habitude depuis l'école maternelle que chaque année soit sanctionnée par un accomplissement. L'idée d'une année qui était complètement blanche, c'est-à-dire une année qui ne se terminait pas par l'accomplissement et la capacité que l'on a de dire « j'ai réalisé telle ou telle chose », était une idée assez insupportable. Mais enfin, les vacances forcées qui avaient été les nôtres nous avaient permis de mener à bien ce travail ensemble. Et la raison pour laquelle, alors il y a une double raison qui explique que cette expérience me soit venue. La première, je l'ai dit, c'est le livre
de Boubacar Camara, qui m'a replongé dans cette atmosphère de la réflexion prospective. La seconde, évidemment, la présence de Mme Awa Chongan. Et il y a la troisième qui est que Monsieur le ministre et mon cher collègue, pour lequel j'ai la plus grande admiration et la plus grande amitié, Abdoulaye Seck, a rappelé la signification de la réflexion prospective. Et c'est important de revenir à cette signification-là. La citation qu'il a donnée de Gaston Berger résume en effet la pensée du père de la prospective, comme on l'a appelé, voir large, voir profond et voir loin. Il y a également une autre citation que j'aimerais ajouter, qui est la suivante. L'avenir n'est pas ce qui va fatalement se produire, mais ce que tous ensemble nous allons faire. Et la raison pour laquelle cette citation de Gaston Berger me vient à l'esprit, c'est parce que c'est exactement ce que Boubacar Camara a réalisé dans cet ouvrage majeur qui consiste à inscrire l'agenda d'un Sénégal humainement développé dans la prospective d'aujourd'hui, qui n'est pas simplement une prospective sénégalaise, qui est également une prospective africaine et une prospective mondiale. Le chapitre qui ouvre son livre, le chapitre sur les potentialités, s'ouvre en effet sur l'Afrique, mais l'Afrique dans le temps du monde, comme dirait mon ami Mamadou Diouf. Eh bien, c'est important, en effet, lorsqu'une réflexion prospective est menée, de placer l'objet de cette prospective dans un contexte plus large. Quel est ce contexte plus large que nous vivons aujourd'hui? Quel est ce contexte global? Puisque nous venons de passer d'une année 2024 à une année 2025, je crois que l'événement majeur qui est en train de se produire en ce mois de janvier, c'est un nouvel élargissement des fameux BRICS. Les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont été, on le sait, en 2024 rejoints par un certain nombre d'autres pays, les Émirats, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, et qui vont être également rejoints par des États partenaires aujourd'hui qui sont Bélarus, Bolivie, Indonésie, Kazakhstan, Cuba, Malaisie, Thaïlande, Ouganda, Ouzbékistan, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a une sorte de reconfiguration très rapide de la signification même de la mondialisation. Voilà le contexte dans lequel notre pays existe aujourd'hui. Voilà le contexte dans lequel toute réflexion prospective doit pouvoir s'inscrire. Parce que ces BRICS ainsi élargis, quel que soit le caractère fluctuant au fond de leur configuration, on souligne à l'envi aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose peut-être qui lie véritablement ces pays, qui établit des complémentarités entre ces pays. Ils partagent pour l'essentiel aujourd'hui seulement d'être des pays de ce que l'on appelle le Sud global. Mais il est à penser, on doit pouvoir penser que très rapidement, ces liens vont se resserrer et les configurations qui sont en train de se dessiner vont probablement se consolider davantage et davantage. Et d'ores et déjà se rappeler que cette configuration nouvelle qui traverse le Sud global où notre pays se trouve, signifie que 51% de la population, donc la majorité de la population, est d'ores et déjà inscrite dans ces BRICS. Et je crois savoir, mais Abdoulaye sait ça mieux que moi certainement, que les BRICS ainsi reconfigurés pèsent déjà 40% du PIB mondial. Voilà un environnement qui est celui dans lequel nous allons vivre. Et cet environnement n'est pas seulement économique, il va se traduire sur le plan géopolitique, évidemment. Et pourquoi est-ce que c'est important de rappeler cela? Et pourquoi est-ce qu'il est important que Boubacar Camara ait choisi pour son tout premier chapitre d'avoir cette réflexion sur le Sénégal tel qu'il est inscrit dans un continent qui lui-même est inscrit dans le temps du monde aujourd'hui, tel qu'il change et qu'il change de plus en plus vite. Une nouvelle citation de Gaston Berger, très importante celle-là aussi. Gaston Berger a dit que ce n'est pas simplement le fait que le monde change qui est la raison d'être de la prospective. C'est qu'aujourd'hui, il change de plus en plus vite.
C'est-à-dire que les changements, au fur et à mesure qu'ils arrivent, font en quelque sorte effet boule de neige et s'accélèrent et se démultiplient par leur propre force d'inertie. Qu'est-ce que cela va signifier pour nous si nous partons de cet environnement mondial et que maintenant nous nous recentrons sur notre propre cas? C'est à cette question-là que répond d'une manière absolument convaincante et d'une manière qui est à méditer, à lire et à relire. Je suis d'accord avec ce que disait Abdoulaye Seck tout à l'heure. Une fois que l'on a lu cet ouvrage-là, il faut y revenir à tête reposée, ce que je me propose de faire. Eh bien, la leçon de cet ouvrage, c'est que nous devons avoir dans un monde comme celui-là, qui va être traversé par des agendas majeurs, d'acteurs qui sont des acteurs tout à fait nouveaux. Nous les voyons déjà à l'œuvre d'ailleurs dans notre pays, des acteurs comme la Turquie, des acteurs comme les Émirats arabes, etc. Donc tous ces acteurs vont aujourd'hui avoir leur propre agenda et il est essentiel que nous ayons de ce point de vue-là le nôtre. C'est-à-dire il est essentiel que l'Afrique ait un agenda à la hauteur et au niveau de l'Union africaine et qu'à l'intérieur de cet agenda de l'Union africaine, nous ayons nous aussi un agenda. Parce que lorsque vous n'avez pas d'agenda, ce sont les autres qui décident pour vous et qui vont vous imposer leur propre agenda. Cela veut dire donc que nous sommes aujourd'hui dans une phase qu'on va appeler critique et je crois que le livre de Boubacar Camara est une pensée de la crise, dans sa signification la plus positive. Crise, ce n'est pas simplement qu'il y a un certain nombre de catastrophes qui se produisent, de désastres qui se produisent. Malheureusement, de ce point de vue, nous devons dire que nous en avons eu notre comptant dans les années qui viennent de s'écouler et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, comme on dit, de manière familière. Mais le mot de crise, dans son étymologie et dans sa signification première, signifie tri, passer au tamis. Un moment où on passe les choses au tamis et on se demande à ce moment-là quelles sont celles qui vont sortir du mouvement général et quelles sont les choses qui vont rester dans ce mouvement général. C'est-à-dire que la crise signifie qu'il y a un moment où il faut effectuer les choix qui s'imposent et les choix les plus décisifs, imprimer une certaine direction à la société à laquelle nous avons affaire. Et de cela, Boubacar Camara est très conscient. Lorsqu'il parle de la première allusion temporaire dans son livre, c'est de dire nous sommes 60 ans après les indépendances. 60 ans, pour revenir à une phrase célèbre de Malraux, c'est en gros une vie d'homme. Nous avons, après une vie d'homme d'indépendance, à penser dans une situation qui est une situation de crise, c'est-à-dire, encore une fois, une situation dans laquelle nous sommes invités à imprimer une direction nouvelle au mouvement général de notre société. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, toute la valeur de la réflexion de Boubacar Camara. 60 ans après, dans quelle direction devons-nous nous engager? Et si je devais prendre 3 mots pour dire l'esprit dans lequel l'analyse de cette crise et l'analyse des directions à prendre lorsqu'on sait penser cette crise s'effectue dans cet ouvrage pour un Sénégal humainement développé, je dirais qu'il y a la vision nécessaire à toute pensée prospective, il y a la lucidité que l'on peut attendre d'un auteur, parce que c'est une immense responsabilité de prendre sa plume pour dire je vais partager mes pensées et ma réflexion, non pas seulement avec mon environnement immédiat, mais en droit avec le reste du monde. Et troisième aspect, et cela a été souligné tout à l'heure par Abdoulaye Seck également, c'est la grande faculté analytique servie évidemment par une expérience hors du commun. L'expérience qui est celle de Boubacar Camara ou de Abdoulaye Seck, qui se trouve ici à cette table où j'ai l'honneur d'être avec eux, évidemment est une expérience considérable et c'est un bénéfice énorme pour notre pays. Eh bien, lucidité, vision et capacité analytique se lisent dans le diagnostic qui est fait par Boubacar Camara des défis qui s'adressent à nous. Lorsqu'il énumère dans un chapitre de son livre les défis qui s'adressent à nous, la direction que ces défis-là nous imposent de prendre dans la phase critique où nous sommes, il
indique qu'il nous faut savoir, je le cite, rendre effectif le droit à l'éducation. Et il ajoute que ce droit n'est pas effectif pour plus de la moitié des femmes. Je vais revenir sur ce point parce que c'est le point sur lequel je voulais me concentrer et qui fera l'essentiel de mon intervention avant que je puisse conclure. Il indique évidemment qu'il y a la pauvreté et le chômage, et cela a été rappelé dans un ouvrage précédent. Il a été un penseur profond de ces questions de la pauvreté. Il indique également qu'il y a évidemment l'exode rural. Ceci, en matière de prospective, est un point très important. Nous sommes en train de devenir, nous allons devenir très rapidement le continent le plus urbanisé dans le monde. Le plus urbanisé au sens où les plus grandes villes du monde vont se trouver sur notre continent. À notre échelle, nous le voyons déjà avec cette ville de Dakar, qui est aussi avancée. On peut parfois se trouver dans le trafic où on avance centimètre par centimètre. C'est une découverte que je fais pour n'avoir pas conduit pendant 20 ans à Dakar. Et aujourd'hui, quand je reprends le volant de ma voiture, j'ai l'impression d'être retourné à l'auto-école et qu'il me faudrait apprendre à conduire. Eh bien, ceci est important. Les prospectivistes vous disent toujours que la démographie, c'est un destin. Ceux qui vont avoir des enfants sont déjà nés aujourd'hui dans une génération. Ça veut dire donc que nous pourrons faire des projections démographiques et savoir très exactement, au fond, ce qui va se produire sur ce plan-là dans les années qui viennent. Eh bien, le mouvement d'urbanisation que nous avions fortement souligné en 1989 a connu cette accélération dont parle Gaston Berger. Et les mesures phares que propose Boubacar Camara dans son livre, après avoir identifié ces défis, sont les mesures de gouvernance. Et la gouvernance est un paramètre important dans son ouvrage. Il faut lutter contre l'inefficience. Et cela, je crois, est aujourd'hui à l'ordre du jour dans notre pays. Et il faut également lutter, dit-il, contre la corruption. Mais je voudrais réinsister sur ce point, sur ce premier défi qu'il identifie, parce que c'est mon métier, le défi du droit à l'éducation. Comment rendre effectif ce droit à l'éducation? Le rendre effectif, qu'est-ce que cela veut dire? Faire en sorte que ce droit se traduise dans la réalité. Vous avez beau proclamer des droits, si vous ne rendez pas possible l'exercice de ces droits, ce que vous avez dit est, comme on dit familièrement, pipi de chat et roupie de Sansonnet. Et il faut éviter évidemment de s'inscrire dans cette dynamique-là, et il faut prêter la plus grande attention, comme il nous y invite, au fait que ce droit doit être effectif pour tout le monde, et en particulier pour les femmes. Rendre effectif ce droit, c'est faire en sorte de penser véritablement le destin démographique qui va être le nôtre. La démographie, je l'ai rappelé avec les prospectivistes, est un destin. Sur le plan démographique, nous, Africains, allons avoir un poids important dans le monde à venir. Notre jeunesse en particulier, étant donné la pyramide de nos âges, va avoir un rôle important à jouer. Eh bien, à la condition que cette jeunesse soit formée. Ce rôle aura l'importance que nous en attendons dans le monde à venir, mais à la condition que cette jeunesse soit formée. Est-ce que nous avons aujourd'hui un système éducatif efficace? Non. Regardons le système tel qu'il fonctionne, et je reviens toujours sur cet aspect-là, c'est devenu mon obsession aujourd'hui. Lorsque nous avons non plus seulement une majorité, mais une sorte d'écrasante composante démographique de nos étudiants qui prétendent être en lettres. Je dis prétendent parce que ce sont des fous littéraires. Ce sont des gens qui se retrouvent dans nos universités simplement par défaut. Et nous avons une proportion d'étudiants se dirigeant vers les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, sciences, technologie, sciences de l'ingénieur et mathématiques, qui est de plus en plus faible, non pas seulement proportionnellement, mais même en valeur absolue. Ce système, si on le regarde de l'extérieur et qu'on le regarde froidement, on se dit que ce n'est pas un système soutenable, ce système-là va nous conduire droit dans le mur.
Par conséquent, si nous tenons compte véritablement de l'opportunité qu'est notre démographie, notre jeunesse et la capacité créatrice de cette jeunesse-là, le défi majeur qui est le nôtre est le défi de cette effectivité du droit à l'éducation, ainsi que l'a souligné Boubacar Camara. Et préciser que le rôle des femmes va être un rôle majeur était également important. J'ai été heureux, comme nous tous bien entendu, de lire dans nos journaux qu'au plus haut niveau, Madame la Présidente s'engage dans la direction que voilà. L'éducation des filles est ce qui, en prospective, a l'impact le plus fort sur toutes les différentes autres variables. Élever un garçon, c'est très bien. Élever une fille, c'est quelque chose de majeur. Et nous venons de le voir d'ailleurs, cher Boubacar, lorsque votre fille a tenu à votre propos le discours que seule une fille peut tenir pour son père. C'est une chose qui m'a beaucoup ému. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons que celui qui élève 4 filles et leur donne la meilleure éducation possible ira au paradis. Avis aux talibans qui sont en train d'interdire l'école aux filles sous prétexte qu'ils sont musulmans. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui font passer pour l'islam ce qui est leur idiosyncrasie particulière. Eh bien, et les compagnons lui ont demandé, et alors, et toi? Il dit 3 aussi. Il dit, et 2? Il dit 2 aussi. Et malheureusement, quelque chose arrive et on ne lui pose pas la question une fille. Ce qui m'inquiète beaucoup parce que je dis, pour ma part, mais j'ai toutes les raisons de penser que si on lui avait dit et une fille, il aurait répondu, là aussi c'est valable pour une seule fille. En prospective, cela signifiera que nous donnerons la meilleure éducation possible aux filles parce que la force de transformation de nos sociétés réside chez elles. Parce qu'une fille que l'on éduque, évidemment, a une force de transformation prospective plus grande qu'un garçon que l'on éduque. Et les éduquer dans les STEM, faire en sorte de les mettre dans ces filières scientifiques. Parce que si on se contente simplement de multiplier le nombre de filles qui vont se retrouver dans ces filières qui sont de véritables impasses, ces filières prétendument littéraires dont je parlais tout à l'heure, vous allez simplement féminiser des secteurs qui vont être par la même occasion des secteurs dévalorisés. C'est dans les secteurs où se jouent les connaissances aujourd'hui nécessaires dans le monde où nous vivons, les connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans toutes ces technologies nouvelles qui vont transformer profondément nos sociétés, c'est là que nous devons engager notre jeunesse, et en particulier notre jeunesse féminine. Et c'est cette idée-là, force, que j'ai retirée pour ma part de la manière dont Boubacar Camara nous a invités à analyser les défis et à envisager les réponses qu'il faut apporter à ces défis. Et c'est donc avec bonheur que j'ai lu son ouvrage. C'est avec bonheur que j'y reviendrai à intervalles réguliers, parce qu'il y a là, cet ouvrage a toutes les qualités d'un ouvrage de référence. Un ouvrage important, c'est un ouvrage que l'on lit. Un ouvrage de référence, c'est un ouvrage auquel on revient très souvent. Je suis encore une fois heureux, cher Boubacar Camara, que par amitié pure, puisque en termes d'expertise, je n'ai aucune qui justifie ma présence à cette table, que par amitié pure, tu m'es associé à la réflexion et à la conversation que nous venons d'avoir autour de ton livre, et je suis heureux d'avoir eu votre attention, dont je vous remercie infiniment. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ginnaaw bi ñu sante tabaaraka wa taala jul si yonent sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen teewaay bi. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur de l'INSAE, Monsieur le Directeur de Al-Buraq, éminent fils d'Afrique, le professeur Souleymane Bachir Diagne,
le docteur Papa Abdoulaye Seck, les Haïma qui sont ici, il y en a qui sont venus de Saint-Louis, Imam Moussa Niang, les chers amis, les parents qui nous ont accompagnés durant toutes ces années, nous vous disons merci pour votre venue ici participer à cette cérémonie de dédicace. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes illustres prédécesseurs ont dit l'essentiel. Je voudrais simplement rendre hommage, dans un premier temps, à une dame, une grande dame, qui a été mon chef, ma chef, quand je suis entré dans l'administration sénégalaise, c'est Madame Awa Chongan. Elle a été non seulement une coach, mais quand il s'est agi de proposer quelqu'un pour aller à l'UNESCO pour s'occuper des statistiques au Bréda, c'est elle qui m'a proposé, avec la bénédiction du directeur d'alors, Lamine Diop. À partir de cette proposition-là, j'ai fait 29 ans à l'UNESCO jusqu'à la retraite. Ce livre est dédié à mon épouse Aïssatou. Qui m'a soutenu de manière exceptionnelle durant plusieurs décennies. Masha'Allah. Et à travers elle, à toutes les mères courage qui se sacrifient quotidiennement pour leur famille. Le professeur l'a dit, quand on doit développer un pays, ou même dans n'importe quelle stratégie, il faut avoir un point d'entrée. Si vous voulez aller dans un endroit déterminé, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Il faut prendre le chemin qui vous permet d'optimiser votre potentiel et d'arriver dans les meilleures conditions là où vous voulez aller. Ce qui a caractérisé le Sénégal depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est la marginalisation des femmes. Donc, à partir de ce constat, il faut accorder l'absolue priorité à l'éducation, à la responsabilisation et à l'autonomisation des femmes. C'est la méthode ERA qui a été développée il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui peut aider le Sénégal à transformer qualitativement la société. Nous avons 14 958 villages. Ces 14 958 villages, avec la méthode ERA, si on les regroupe par cluster de 7, alors, si on leur permet non seulement d'apprendre, d'assumer des responsabilités et de s'autonomiser, avec des centres ERA comportant 5 unités. Une unité d'alphabétisation, une unité de production-transformation, une unité de moulin, une unité de soins de santé primaire et une unité d'encadrement de la petite enfance. C'est d'avoir une approche systémique de la transformation qualitative des conditions de la femme. Sans l'amélioration des conditions d'existence à la femme,
Donc il faut un point d'entrée. Si vous négligez l'éducation des femmes, vous ne pouvez pas prétendre transformer qualitativement la société sénégalaise. Dans beaucoup de pays, on insiste sur une discrimination positive qui permet de valoriser la femme. Et il faut aller dans ce sens-là. Donc, transformer les presque 15 000 villages en communautés d'apprentissage prospères. Un Sénégal prospère va passer par la mise en place de ces communautés d'apprentissage prospères. Ici, la démarche qui est proposée, c'est une démarche qui lie ce qu'on appelle la transformation systémique et la régulation systémique. Parce que si vous voulez atteindre des objectifs de transformation systémique, il vous faut combiner ça avec la régulation systémique. Sans régulation systémique, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs de transformation systémique. En termes compréhensibles, vous voulez faire du pain. Votre objectif, c'est d'arriver au pain. Vous avez préparé la pâte. Au moment où vous préparez la pâte, vous devez réguler pour voir quelles sont les composantes de cette pâte-là. Maintenant, pour avoir le pain, il faut réguler la température initiale du four et aussi le temps que le pain va faire dans le four, réguler. Mais si vous ne régulez pas, vous risquez d'avoir autre chose que du pain. Transformation et régulation sont liées. Soppali ak saytu ñoo ànd. Comme il l'a rappelé, tout ce qui est transformé doit être régulé. Parce que si vous ne régulez pas, vous risquez de revenir à la case départ. Mais si vous régulez, vous continuez de réguler, il y a un temps où il y aura des changements qui seront nécessaires pour transformer. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est régulé sera un jour transformé. Et tout ce qui est transformé doit être régulé. Donc, quand on parle de transformation systémique, il faut ajouter régulation systémique. Et en combinant les deux, ça donne la transformation systémique, qui est un concept proposé depuis l'autre livre, qu'on a utilisé ici pour montrer que la clé de la gouvernance du développement, c'est la transformation systémique. Et ce qui est bizarre, nous vivons, notre vie est basée sur la transformation systémique. Comment? Nous transformons des aliments pour laisser sortir des nutriments. Ces nutriments vont aller nourrir les cellules. Ces cellules. Mais le sang transporte ces nutriments aux cellules. Mais qu'est-ce qui régule le transport de ces nutriments-là? C'est le cœur. Là, parce que tous les jours, à tout moment, nous sommes en train de vivre cette transformation pour avoir des nutriments, régulation du cœur pour que ces nutriments atteignent les cellules. Ça, c'est au niveau du corps humain. Mais dans la gouvernance du développement, on doit pouvoir combiner transformation systémique et régulation systémique. Maintenant, en matière de développement, il faut savoir que c'est la qualité des ressources humaines qui fait la différence. Ce n'est pas la quantité d'or ou de pétrole que l'on a ou de cuivre qui fait la différence. C'est la qualité des ressources humaines. Tout à l'heure,
Oustaz Niang, il a dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Ça résume tout. Ce message-là, le premier message descendu, le premier verset de ça, Iqra, dit que nos problèmes ne seront pas résolus tant que l'éducation ne sera pas au centre des questions de développement. C'est-à-dire que toutes les réponses que nous voulons, c'est à travers Iqra, c'est à travers cette éducation-là. Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas, à la personne ce qu'il ne connaissait pas, le Tout-Puissant, ces 5 premiers versets qui sont descendus nous disent qu'il faut absolument sortir de l'analphabétisme. Actuellement, il y a 4 millions de Sénégalais et Sénégalaises qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a 2 jours, on célébrait la journée pour l'éducation des filles. Mais ce sont des filles, il y a 9 ans, 10 ans, 3 ans, ne sont pas allées à l'école. Mais ces filles-là sont devenues des mères de famille. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces mères de famille-là qui ne savent ni lire ni écrire? Or, comme il l'a dit, si nous arrivons à améliorer les conditions de ces femmes-là, mais ça va réjaillir sur la situation de la famille. Les enfants seront mieux encadrés à l'école, les hommes seront mieux nourris pour mieux travailler, hein? La santé de la famille sera la mieux préservée, etc., etc. Donc il y a obligation d'avoir un point d'entrée, l'éducation des femmes, leur responsabilisation, leur autonomisation, et de faire en sorte que les villages soient transformés en communautés d'apprentissage prospères. Avec la transformation systémique. Mais maintenant, le défi que nous avons, c'est que le Tout-Puissant nous a donné des ressources. La Constitution dit que ces ressources-là appartiennent au peuple. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir comment nous allons nous réapproprier ces ressources-là. Il y a des pays avant nous qui l'ont fait. Le Maroc a fait ça avec les phosphates. L'Arabie Saoudite avec le pétrole. La Mauritanie avec son fer. Nous, qu'allons-nous faire pour nous réapproprier ces ressources? Parce que pour être souverain, un pays doit au moins maîtriser ces 5 Big Five. Ces Big Five. Big Five, les 5 grands. Dans la forêt, quand on parle de Big Five, il y a le lion, il y a le léopard, il y a le rhinocéros, il y a l'éléphant et le buffle. Si on arrive à dompter les 5, et ce n'est pas facile, à ce moment-là, on domine toute la forêt. Mais maintenant, pour le cas du Sénégal, quels sont les Big Five du Sénégal? Les Big Five du Sénégal, c'est d'abord l'eau. L'eau, la maîtrise de l'eau. Pour la survie des populations, la maîtrise de l'eau pour la souveraineté alimentaire. Après l'eau, c'est l'or. Qu'est-ce qu'on va faire de cet or-là? Nous ne savons même pas quelle quantité d'or sort du pays. À un moment donné, on a parlé de milliers de kilos d'or là qui sont sortis. Bon, ça, ce n'est qu'un indice. Mais combien? Quelle quantité d'or? Or, l'or est fondamental pour l'avenir du pays. Parce que cet or-là, c'est la souveraineté monétaire et financière qui est en jeu. Si nous n'arrivons pas à maîtriser le secteur olifère, on a beau proposer des solutions, il nous sera difficile, extrêmement difficile, de réaliser des objectifs. Donc, l'or. Après l'or, les phosphates pour la souveraineté alimentaire. Ensuite, le pétrole et le gaz pour la souveraineté énergétique. Et là, nous abordons une question fondamentale, c'est que le Sénégal doit avoir sa propre monnaie. Le Sénégal doit avoir sa propre monnaie. Parce que la monnaie, c'est quoi? C'est comme l'armée. L'armée, c'est pour défendre le pays. La monnaie, c'est pour défendre l'économie.
Parce que si vous êtes dans un système où il y a libre transfert des capitaux, quelqu'un qui vient, qui travaille ici, qui assemble des milliards, sort ces milliards-là, va sur une bourse étrangère, s'amuser avec l'argent, la sueur du front des gens, hein, et cet argent-là n'est pas réinvesti. Alors si vous avez pour votre propre monnaie, vous avez des moyens de contrôler et de faire en sorte que la plupart des investissements, la plupart des surplus puissent être réinvestis au niveau du pays. Or, le livre propose d'avoir la monnaie du Sénégal, Khalis au Sénégal, Khas. Khalis au Sénégal, Khas. Comment on va déterminer le taux de change initial de Khalis au Sénégal? Le livre propose, on prend un panier de 5 monnaies. 3 monnaies des pays les plus performants, parmi les plus performants en matière de gestion de leur propre monnaie, en Afrique. En Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana avec le Cedi. En Afrique australe, il y a le Botswana avec le Pula. En Afrique du Nord, il y a le Maroc avec le Dirham. À ces 3 pays, ces 3 monnaies, on ajoute les monnaies de 2 pays voisins, frères, avec lesquels les économies sont liées. La Gambie, avec le Dalasi, et la Mauritanie avec le Goya. Si on fait le calcul, la moyenne des taux pour ces 5-là, ça nous donne, pour Khalis au Sénégal, Khas, $1 égale 24 Khas. 24 Khalis au Sénégal. Donc, notre taux de change va se situer entre les taux de change des 3 pays parmi les plus performants en matière de monnaie nationale en Afrique et les taux de change de nos 2 pays frères voisins avec lesquels les économies sont liées. Avec ça, si on maîtrise le secteur aurifère, on va constituer des réserves d'or qui vont nous permettre de contribuer à garantir cette monnaie-là, améliorer, transformer et réguler le système bancaire, impliquer les opérateurs économiques, renforcer le dynamisme, avoir l'adhésion des populations qui vont être sensibilisées. Donc, il est absolument impératif d'avoir sa monnaie nationale. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans le piège d'un CFA bis. Une monnaie soi-disant autonome régionale qui n'en est pas réellement une monnaie autonome. Or, le problème, si vous voyagez, l'un s'oriente vers l'ouest, vous vous orientez vers l'est, il vous sera difficile d'emprunter le même véhicule. Donc, il faut qu'on voit dans cette situation actuelle ce qu'il faut faire en priorité. Et là, la première étape, c'est important de savoir sur quoi il faut mettre l'accent sur la première étape. Est-ce qu'il faut redresser ou est-ce qu'il faut refonder? Toute l'analyse faite montre que la première étape doit être une étape de refondation. Il faut insister sur la refondation et prendre les dispositions nécessaires pour faire toutes les réformes, toutes les transformations qu'il faut en partant du secteur éducatif pour arriver aux autres secteurs. Et là, avoir présent à l'esprit le cycle de transmission d'impact. Le livre propose qu'il faut partir de l'éducation intégrale de qualité. Pourquoi nous disons éducation intégrale de qualité? Il y a dans éducation intégrale l'aspect formel, classique, lycée, collège, école et autres. Il y a l'éducation non formelle, c'est toutes les activités organisées d'éducation, d'apprentissage en dehors de l'école, ça c'est le non formel.
il y a l'éducation informelle, c'est tout ce qui se passe dans la famille, dans la vie associative et à travers les médias. Ces trois catégories-là, il faut qu'on arrive à avoir une éducation intégrale de qualité. Parce que souvent, on néglige ce qui se passe dans la famille, on néglige ce qui se passe dans les associations, on néglige ce qui se passe à travers les médias. Parce que ce que vous construisez à l'école, ça peut être déconstruit à d'autres niveaux. Donc, il est important d'avoir cette approche globale de l'éducation intégrale de qualité. Mais l'éducation intégrale de qualité doit avoir une épine dorsale. Cette épine dorsale, c'est l'éducation scientifique. C'est l'éducation scientifique. Il y a le hadith qui dit toute chose a un chemin. Le chemin vers le paradis, c'est la science. Si on ne privilégie pas ce savoir-là, cette science-là, on aura des difficultés. Donc, l'éducation intégrale de qualité va impacter le niveau de culture scientifique et technique. Parce qu'il s'agit de cela. Comment élever le niveau de culture scientifique et technique? Et c'est l'éducation intégrale, avec épine dorsale, l'éducation scientifique, qui va impacter le niveau de culture scientifique et technique. Et si le niveau de culture scientifique et technique s'élève, à ce moment-là, les capacités de transfert-régulation systémique vont se développer. Et si les capacités de transfert-régulation systémique se développent, à ce moment-là, il y aura une diversification, une expansion de la création des richesses partagées. Richesses partagées. Et l'expansion de la création de richesses partagées nous conduit au mieux-être individuel et collectif. C'est pour ça que nous disons qu'il faut transformer et réguler pour le mieux-être de toutes et de tous. C'est la ligne directrice de ce livre-là. En Wolof, on dirait soppali saytu ngir teddandoo soppali saytu ngir teddandoo ndax loo soppali fa nga saytu ko soo demee di togg jigéen ñi ñoo gën a xam yaa ngi jël say lugum yëpp nga mélanger lépp yaa ngi soppali waaye nag cin bi foog nga surveiller ko foog nga xam soo war a yokk wala wàññi yëpp loolu il faut nga saytu waaw léegi soppali saytu boobu ngir teddandoo ñëpp gis ci seen bopp mais teddandoo nag loolu jeexital la soo gisee léegi ñuy wax jubal jubbanti mooy taxawaay bi kooku mooy moyen bi nga jubal jubbanti waaye jubal jubbanti lu ko tax a jóg soppali saytu ak teddandoo ndax yow su fekkee da nga soppali saytu teddandoo nag tabaaraka wa taala moo ko wax de tabaaraka wa taala moo wax ñu teddandoo su ne fa aslihu bayna axawaykum mooy ngeen teddandoo ndax su ngeen di rafetal seen diggante ngeen jëflante dimbalante teddandoo rek moo fa war du leneen ndax ku si nekk da nga bëgg a tedd kii bëgg na tedd kii bëgg na tedd ñu teddandoo waaw kon wax ji mooy nan la ñuy fexe ba teddandoo ba ñëpp gisise seen bopp waaw léegi dama bëggoon insister ci benn mbir. Je voudrais donc insister sur un aspect important, c'est le découpage du Sénégal. Dans ce livre-là, on insiste sur le découpage écologique du Sénégal. Le Tout-Puissant nous a fait ce découpage-là, reconnu scientifiquement. Il y a 6 zones agroécologiques plus un écosystème marin. Les 6 zones agroécologiques, il y a le Sénégal oriental,
la Casamance, le bassin arachidier, la vallée du fleuve, la zone sylvopastorale et la zone des Niayes. Et en face, nous avons une façade maritime qui est un écosystème marin. Donc nous avons 6 zones écologiques composées de 6 zones agroécologiques et d'un écosystème marin. Pour un Sénégal prospère, il faut transformer ces 7 zones écologiques en zones de prospérité partagée. À l'intérieur de ces zones, il y aura des pôles de développement, il y aura des complexes industriels, il y a des entreprises communautaires, il y a des filières intégrées. Mais faire en sorte que ces zones deviennent des zones de prospérité partagée. Parce que l'histoire du développement mondial en matière d'économie a montré que souvent, on peut être dans une situation où on a des pôles industriels qui sont des îlots de prospérité dans un océan de pauvreté. C'est pour cela que quand on dit qu'il faut commencer à avoir un point d'entrée avec les femmes, transformer les villages en communautés d'apprentissage prospères, si on ne le fait pas, on risque d'avoir le même phénomène que Dakar a fait par rapport au reste du pays. On a des pôles industriels dans les régions, les villages se dépeuplent pour aller vers les points focaux, et là, ça nous posera des problèmes dans l'exploitation de nos propres terres. Donc c'est très important dans la démarche d'avoir le point d'entrée, de suivre l'évolution du processus de transformation sociétale qualitative. Et alhamdulillah, on ne peut pas tout dire en cette séance-là. Ce qui est important de savoir, c'est que ceci est une modeste contribution à la réalisation du projet qui a été plébiscité par le peuple sénégalais. Magum waxoon naa ko moo gëm waaye léegi moo yokk si magum bindoon naa ko moo gën a dal xel magum waxoon naa ko kon mbokk yi dëgg-dëgg ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay et alhamdulilah rabbil alamin lii su amee waajur yi la goro yi la frère ak sœur ak cousin yi ñëpp si jàpp ndax doomi aadama nit ñi tey garabam foo toll nit ñi la ba indi am na benn proverbe boo xam ne bi ba ma demee ñu tudd ci Luanda Angola ñoom dañ ne mbonaat su ko gisee ci collu garab nga xam ne nit ñee ko fa teg kon foo egg rek nit ñi la jàppale ba nga àgg foofu kon madame la présidente mënu wax lépp l'essentiel nos 2 éminents fils d'Afrique wax nañ ko yow analyser nga ko dem lay delloo njukkal di la sargal di la gërëm sa taxawaay macha allah suñu fierté nga suñu référence nga moo tax ñu ñëwoon di la sargal tey ndax mérité nga lu ëpp nii jërëjëf asalaamaaleykum. Merci beaucoup. Sénégal, uniment développé. Merci beaucoup pour votre partenariat, en tout cas pour ce magnifique plaidoyer en faveur de la souveraineté nationale, surtout pour tous les secteurs de la vie politique du Sénégal. Merci. Alors, nous allons juste rendre le micro à Madame la Présidente des séances pour clôturer.
introduction en parlant de l'investissement en capital des femmes, l'investissement humain en capital des femmes, et que c'est ce qui a été développé. Je reviens ici à une anecdote de l'actualité, enfin une actualité qui nous a un peu bouleversés ces derniers temps. C'est l'histoire des deux Diarisso. L'une des Diarisso s'inscrit parfaitement dans le schéma que vous venez de décrire. On lui a donné l'opportunité d'être éduquée. Aujourd'hui, elle excelle dans ce qu'il y a de plus pointu en matière de technologie. L'autre Diarisso, malheureusement, a subi une violence quotidienne qui a arrêté son élan à la fleur de l'âge. Ce serait intéressant de suivre ces deux familles pour dessiner leur trajectoire et confirmer un peu ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, je ne peux pas ajouter beaucoup plus d'autres choses que le fait que ce document, effectivement, cet ouvrage, effectivement, devra être revisité, relu. On éteint ou quoi? Il faut éteindre. Il faut éteindre. Je peux parler là? Donc, comme c'est l'heure de la prière aussi, je ne doute point donc, après ce que vous avez entendu de nos éminents intervenants et de Boubacar Camara, chacun sera motivé à aller acheter ce livre, à le lire et le relire, comme l'a dit nos intervenants, pour mieux se l'approprier, pour apporter sa pierre à cet édifice d'une société à épanouissement pluriel, comme le dit l'auteur. Je vous remercie.